Aujourd'hui, je vais vous présenter, pour commencer, la société Neural Concept. Donc, dans une brève introduction, qui on est et ce qu'on fait. Ensuite, donc, nous, on développe un logiciel qui s'appelle Neural Concept Shape, NCS. Je vais vous présenter comment, en fait, on l'a couplé avec des outils de simulation d'ANSYS. Et par la suite, comment on a utilisé, en fait, ces 2 solutions très complémentaires pour avoir une prédiction en temps réel de force et de déplacement lors du crash d'un PCB. Donc je vais aussi voilà, introduire cet exemple-là. Et pour finir, peut-être juste dire 2 mots sur voilà, notre vision de l'interaction entre le monde CAE, donc la simulation numérique, et le deep learning. Donc Neural Concept, donc nous sommes une compagnie basée à Lausanne, sur le campus de l'EPFL, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc une spin-off créée par le docteur Pierre Baquet, qui vient du laboratoire de Computer Vision. Et donc nous sommes une équipe de 17 personnes, on développe un logiciel qui permet de lire des résultats de simulation et d'entraîner en fait des réseaux de neurones sur une technologie deep learning, donc avec beaucoup de couches, afin d'avoir des modèles prédictifs sur de nouvelles géométries. Donc nos clients, parmi nos clients, on compte des grosses industries comme Airbus, Safran, Bosch ou PSA, et aussi plein d'autres beaucoup plus petites sociétés qui ont des technologies peut-être un peu plus de pointe, avec lesquelles on collabore et on les aide à développer des produits plus performants et de manière plus rapide. Donc notre technologie, et le but à la fin, c'est de dire à nos clients et aux gens qui font de la simulation en général, qu'ils ont déjà en fait beaucoup de données. Et tous les gens qui pratiquent la simulation depuis un certain temps ont effectivement historiquement fait beaucoup de calculs pour chacun des nouveaux développements. Et donc ce que nous, on propose de faire, c'est de valoriser ces données historiques et ces données passées pour essayer d'entraîner un modèle. Alors, il y a 2 phases. La première qui consiste en l'entraînement du modèle et la deuxième qui consiste en l'utilisation de ce modèle. Alors, on voit ici sur la partie gauche de la diapositive plusieurs samples, donc plusieurs échantillons. Un échantillon est constitué d'une géométrie et de données de simulation. Alors ici, on voit par exemple des voitures. Vous noterez que c'est agnostique par rapport à la physique, c'est-à-dire qu'on peut considérer n'importe quel type de résultat de simulation, que ce soit des simulations éléments finis, CFD, acoustique, électromagnétique, etc. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment cette dualité entre la géométrie et les résultats qui y sont associés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un modèle, on va faire correspondre ces résultats à ces géométries. De sorte que, une fois qu'on a un modèle entraîné, on va pouvoir fournir une nouvelle géométrie, c'est ce qu'on voit en haut à droite, et le modèle va être capable de faire une inférence des résultats de simulation sur la base de ce qu'il a appris en très très peu de temps. Ici, on avait fait l'étude sur un dataset de voiture. La prédiction prend moins d'une seconde, ici c'était 50 millisecondes, où on va pouvoir prédire un champ de pression et des coefficients aérodynamiques par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet du crash d'un PCB, peut-être un tout petit peu contextualisé. Donc c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec ANSYS et CADFEM. Donc ANSYS nous a fourni directement en fait les géométries et le cas-test pour lequel ils étaient intéressés. Et CADFEM nous a fourni licence et le support technique pour nous aider à faire ça. Et de notre côté, on a évidemment on développe ce logiciel
d'apprentissage automatique, on a entraîné un modèle et on a aussi travaillé sur l'intégration entre notre logiciel NCS et ANSYS. Alors, concrètement, pour contextualiser le projet, un manager d'une société qui fabrique des smartphones pour aller vers un de ses designers de circuits imprimés et lui dire écoute, pour la prochaine génération de smartphones, j'aimerais intégrer un nouvel appareil photo qui utilise la magnifique technologie de Mini Suisse que vous allez découvrir plus tard. Et j'aimerais être sûr que les soudures qui fixent ce circuit intégré sur ce circuit imprimé ne vont pas se casser lorsque l'utilisateur va laisser tomber son téléphone par terre. Et donc, c'est des cas tests en fait qui sont tout à fait standards dans ce genre d'industrie. Et il y a une chose, un élément essentiel dont on va tirer profit, c'est que historiquement, il y a des grosses quantités de données, d'une part, et d'autre part, pour intégrer un nouvel élément sur un circuit imprimé déjà existant, on va jamais tout redévelopper depuis zéro. Ça va être une adaptation de quelque chose qui existe déjà. Et donc le but de ce projet, c'est de développer tout un dataset euh, qui est complètement virtuel, donc c'est pas les géométries d'un client spécifique. L'idée, c'était de faire une démonstration de la technologie. Donc c'est de développer un dataset euh, qui nous permet à la fin d'entraîner un modèle qui sera capable de prédire les forces dans les soudures des circuits intégrés, ainsi que les déplacements du PCB lorsqu'il va impacter le sol. Et donc vous vous rendez bien compte qu'on a beaucoup de configurations à prendre en compte. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc, comment est-ce qu'on a interfacé en fait finalement ces deux logiciels? Euh, pour commencer, je vais juste vous présenter le setup de simulation sur lequel on a travaillé. Donc, vous voyez ici une capture d'écran du projet Workbench, ce qui devrait vous être plus ou moins familier. Donc, on a dans le bloc A l'import d'un fichier ECAD. Donc, c'est un fichier natif qui vient d'un logiciel de conception de circuits imprimés. Et les informations qu'on va tirer de ce fichier sont les informations relatives aux différentes couches sur le circuit imprimé, c'est-à-dire les matériaux, le nombre de couches, et aussi les différentes pistes qui sont donc les pistes de cuivre sur ce circuit imprimé. Pourquoi est-ce qu'on prend ça en compte? Parce que structurellement, elles vont jouer un rôle, et en fait, ANSYS permet de prendre en compte l'effet structurel de ces pistes, d'ailleurs depuis pas si longtemps que ça. Ensuite, pour le bloc B que l'on voit ici au milieu de la diapositive, on a une géométrie paramétrique. Qu'est-ce qui est paramétrique? Je vais revenir sur les différents paramètres qu'on a définis, mais on a typiquement l'angle avec lequel le circuit imprimé va toucher le sol et la position de différentes puces sur ce PCB. Ou alors encore l'existence même de certaines puces ou pas. Et ensuite, dans le bloc C, on a vraiment la simulation du choc qui a été faite avec LS-DYNA et l'export des résultats qu'on a entièrement automatisé à l'aide d'une ACT. Donc ça, c'est vraiment le setup de simulation que l'on a qui s'intègre dans un environnement un peu plus large. Cet environnement plus large est constitué de différentes machines qui sont dans le cloud. Je pense que c'est quelque chose que l'on perçoit assez clairement comme tendance sur les prochaines années. C'est la migration vraiment de toutes les activités de calcul et de simulation de machines sur site à des machines qui sont dans le cloud. Et donc nous, on travaille quasiment exclusivement sur le cloud. Et donc je vais vous présenter notre architecture et l'architecture avec laquelle on a travaillé pour ce projet. Donc on a d'abord un workspace qui est une machine virtuelle sur lequel notre logiciel est installé, avec laquelle on interagit via une interface Jupyter Lab.
toutes les données sont stockées sur un système Azure. Et ensuite, on a l'infrastructure de simulation, de calcul. Donc on a d'abord une machine Windows sur laquelle on a Workbench et SpaceClaim qui nous permettent donc de soit lancer des calculs, soit générer des nouvelles géométries par un set de paramètres. Et ensuite, on a un cluster Linux sur lequel on a Workbench LS-DYNA qui est installé et qui va effectivement faire les simulations. Donc on a essayé vraiment de mettre en place une architecture compliquée aussi pour tester les limites de l'intégration que l'on pouvait avoir avec ANSYS. Donc, si on prend l'exemple très concret du crash de PCB, alors les différents paramètres géométriques que l'on a sont d'une part l'orientation du PCB par rapport au mur. Donc le mur est la pièce verte que l'on voit au fond ici. Donc évidemment, on va tester tous les angles, donc entre 0 et 360 degrés. On a aussi testé différentes vitesses d'impact entre 0,7 et 1,2 mètres par seconde, ce qui correspond plus ou moins à la vitesse qu'un téléphone pourrait avoir quand il tape le sol et qu'il est lâché alors qu'on le tient dans la main. Et ensuite, on a des paramètres plus géométriques, donc toutes les puces qui sont représentées en rouge et auxquelles un système de coordonnées est associé peuvent se mouvoir dans le plan, donc on peut les déplacer selon les axes locaux X et Y. Et les puces qui sont en jaune peuvent soit être présentes, soit ne pas être présentes. L'idée, c'était d'avoir une paramétrisation qui est fortement non linéaire, c'est-à-dire avec vraiment des paramètres booléens qui sont la présence ou l'absence de certains objets, pour voir en fait comment le réseau peut apprendre ce genre de données, qui sont discontinues. Donc on se retrouve avec ici 17 paramètres. Et ce qui va nous intéresser dans cette géométrie, ce sont surtout les soudures de deux des circuits intégrés qui sont représentés ici. Donc j'ai représenté sur l'image en haut à gauche le PCB avec, on voit les traces des soudures sur le PCB de deux de ces chips. Et on remarque que on a donc toutes les soudures externes sont celles qui vont de toute façon prendre le plus d'efforts sur les deux PCB. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sera les résultats sur le coin ici, inférieur gauche du chip qui est en haut à droite. Donc le corner 0. Euh, donc si on plonge un peu plus dans le modèle élément fini, on a donc une géométrie, comme je la décrivais tout à l'heure, qui est paramétrée sur SpaceClaim. On a toutes les puces qui sont représentées par des parallélépipèdes rectangles, de sorte que leur masse et leur centre de gravité correspondent aux chips originaux. Donc on conserve en fait les propriétés inertielles du système. Et on va venir choquer le PCB en le lançant en fait contre le mur. Et ce calcul est effectué avec LS-DYNA, donc un solveur explicite. Concernant les éléments, on a des éléments qui sont intégrés de manière exacte sur le PCB et sur, en fait, on voit les chips qui peuvent éventuellement dépasser et qui pourraient, suivant l'angle d'impact, venir taper directement le sol. Donc c'est une simulation qui est presque linéaire. Pourquoi presque? Parce qu'on a effectivement un contact complètement non linéaire entre le PCB et le sol. Donc on va venir taper et donc le PCB va rebondir en fait. Les données qu'on va extraire de ces simulations sont l'historique des forces axiales et des forces de cisaillement dans les soudures extérieures de deux de ces composants et les déplacements en chaque point du maillage. Donc pour cette étude, on a décidé de prendre 207 de paramètres. Ici, on voit en fait la projection du domaine paramétrique qui est un hypercube de dimension 17 parce qu'on a 17 paramètres. Je l'ai projeté simplement dans le plan de la vitesse d'impact et de l'angle. Excusez-moi. Ce qui est important de noter, c'est que parmi tous ces points de simulation, on va en retirer un certain nombre.
qu'on va pas utiliser pour entraîner le modèle, mais qu'on va utiliser seulement pour valider et vérifier que le modèle est précis ou à quel point il est précis. Ce qu'on va appeler le test set. Donc les données peuvent être transformées avant de les donner pour l'entraînement du réseau de neurones. On a utilisé deux types de transformations. D'une part, on a sous-échantillonné, donc on avait 300 points de temps et on n'en a pris que 50 sur ces 300. Et d'autre part, on peut utiliser certaines propriétés du système pour faire ce qu'on appelle du data augmentation. J'y viens tout de suite. Donc le sous-échantillonnage, comment est-ce qu'on l'a fait? Nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement les données de force maximale. Donc on a fenêtré en fait notre signal, qui est en vert ici, c'est le signal de simulation. Et on en a extrait le signal rouge, c'est-à-dire que sur chaque fenêtre, on a pris le maximum du signal. Donc ça, c'est une première manière de, de sous-échantillonner notre signal, afin effectivement d'enlever toutes les petites oscillations qui finalement ne nous intéressent pas. Ce sont plus du bruit numérique qu'autre chose. Et ensuite, je vous disais qu'on a fait du data augmentation, c'est-à-dire on va expliquer au réseau un certain nombre de principes de la physique qu'il ignore, que par exemple la physique est invariante par rapport aux transformations isométriques. C'est quelque chose qui est assez commun quand on fait de la simulation. On sait que la position, par exemple, de l'origine ne doit pas changer la physique. Le réseau, lui, ne peut pas le savoir. Donc ce qu'on fait, c'est que pour chacun de ces 200 échantillons, eh ben, on va les dupliquer x 10 en faisant, par exemple, certaines translations ou en prenant certaines symétries pour expliquer en fait au réseau que la physique est invariante et va toujours se passer la même chose, quel que soit le système de coordonnées dans lequel on se trouve. Donc c'est ça qu'on a fait, et c'est ce que j'entends par data augmentation. Donc à la fin, on a entraîné notre réseau de neurones et on est allé regarder en fait, comparer certaines données du test set et certaines données de simulation correspondantes. Pourquoi on a pris les données du test set? Parce que le réseau ne les a jamais vues auparavant. Et donc on voit ici en bleu les données de simulation et en rouge la prédiction faite par le réseau de neurones. Ici, il s'agit de la force de cisaillement sur le coin inférieur gauche de la puce en haut à droite que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit une assez bonne correspondance, surtout pour un set de données qui est relativement petit, on a 200 simulations. Et quelque chose qui est intéressant de noter est que même si, par exemple, on voit sur l'image en bas à gauche qu'on n'est pas toujours très précis sur les pics, la forme générale est très très bien respectée. Donc ça, c'est les résultats de cisaillement. On a le même type de résultat pour les forces axiales. Et donc on voit ici de nouveau une correspondance assez intéressante, en tout cas qui nous permet de reproduire les données qui nous intéressent. Donc ça, c'était pour des diagrammes de force. J'aimerais peut-être aussi juste vous montrer ici une petite vidéo qui montre en fait les prédictions sur la gauche de déplacement vertical et les données de simulation sur la droite. J'ai un peu de mal à faire la différence entre les deux, je dois vous avouer. Et une autre chose qu'il est important de noter sur cette vidéo, c'est que c'est effectivement en temps réel. C'est-à-dire que j'ai fait simplement une capture de mon écran et donc le système était en train, à chaque image que vous voyez est une nouvelle prédiction faite par le réseau de neurones. Et donc ça, c'est ce qu'on entend par temps réel. Donc voilà, ça c'était les résultats qu'on en a tirés. Maintenant, pour essayer un peu de faire quelque chose de peut-être un peu plus large, quel rôle en fait est-ce que nous on envisage pour l'intelligence artificielle, en particulier ici le deep learning, dans le monde de la simulation numérique? Notre idée est vraiment de dire aujourd'hui un concepteur doit faire des allées et venues entre le bureau d'études et le bureau de simulation et son design pour l'évaluer. On a envie de lui fournir des outils qui lui permettent d'explorer de manière beaucoup plus efficace toutes les configurations possibles. Et au final, un concepteur doit être créatif et on veut l'aider à débrider sa créativité.
Et dans cette mesure-là, on offre un produit qui permet d'évaluer beaucoup plus de design que ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'était un retour client. On a déployé une application chez un client et un designer a pu explorer plus de 1000 designs en un jour. Et donc on voit que l'introduction de ce type de technologie dans le cycle de production et de développement d'un produit permet d'accroître beaucoup plus rapidement la performance du produit par rapport au temps qu'on y a investi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et s'il y a encore un peu de temps pour les questions, j'y répondrai très volontiers. Merci Lionel pour cette belle présentation. Parce que maintenant, pour tout le monde, c'est un peu plus clair ce qu'un tel outil peut amener un ingénieur en simulation. Prendre quelques questions. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre cet outil et une optimisation qu'on pourrait faire avec, par exemple, NZIS OptiSlang? Alors oui, bien sûr. Alors c'est 2 choses qui sont, à mon sens, relativement complémentaires. Avec Andis OptiSlang, on va pouvoir effectivement faire des optimisations. On va être fixé en fait à une certaine paramétrisation. C'est-à-dire que si on veut changer en fait l'espace de paramètres dans lequel on évolue, la plupart du temps, on va pas y arriver. Donc il va falloir relancer toutes les simulations. Alors qu'avec la technologie qu'on propose, eh ben, on peut d'une part réentraîner un modèle sur de nouvelles données. Donc on peut partir en fait d'un set de choses existants, les récupérer et puis y amener une certaine valeur ajoutée. Alors qu'avec OptiSlang, la plupart du temps, en fait, on va simplement mettre en place une optimisation et ouais, faire toutes les simulations pour cette optimisation si on change les objectifs ou alors à la paramétrisation, on va devoir recommencer. Et donc ça, c'est un des différenciateurs de notre technologie par rapport à OptiSlang. D'accord. Et puis au niveau de l'intégration de l'outil dans le workflow d'un designer, est-ce que c'est quelque chose qui est simple, qui est compliqué, qui est long, qui est court? Alors non, c'est quelque chose qui est assez simple. Nous, ce qu'on fournit à la fin, c'est en gros une page web sur laquelle le designer peut glisser, déposer son nouveau design. Et en fait, on va lui fournir simplement les prédictions sur ce nouveau design. Donc, d'utilisation, c'est extrêmement simple pour les designers. On a aussi travaillé avec des intégrations directement dans les logiciels CAD. Donc, on a fait une intégration ConeShape, on est en train d'en faire une avec SpaceClaim, justement. Donc, c'est excessivement simple pour le designer. Et ça laisse le cœur de métier de la simulation chez les simulateurs. Parce que, bah, on ne veut pas se mentir, c'est pas toujours facile de faire de la simulation sortie de nulle part.